Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans C'est ça la France, le rendez-vous de Sud Radio consacré au savoir-faire français. Aujourd'hui, on va faire la part belle à la joaillerie. Éthique et engagée, ce luxe vert comme on l'appelle, car la joaillerie fait elle aussi sa révolution durable. On entend de plus en plus parler de diamants de synthèse, d'or recyclé. On fait le point tout de suite avec deux très belles maisons françaises qui ont décidé de concilier désirabilité et respect de l'environnement. Tout à l'heure, nous vous ferons découvrir une maison de joaillerie circulaire qui crée des bijoux en revalorisant l'or des circuits informatiques obsolètes. Oui, issus de recyclage électronique. Rien ne se perd, tout se transforme. Mais tout de suite, nous allons faire un bond dans le passé avec une marque de haute joaillerie qui date de 1852, la maison Rouvenat, tombée dans l'oubli et relancée par une équipe de passionnés, experts dans l'univers du luxe et qui ont choisi de faire le pari de l'éco-joaillerie. Sud Radio C'est ça la France. Marie Berthelon, merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice et la CEO de la maison Rouvenat. Vous êtes passée par les plus belles maisons de joaillerie, alors Hermès d'abord, ensuite Cartier, et vous avez décidé, avec une équipe pareille, de passionnés comme vous, de faire revivre la marque Rouvenat. Alors, je pense que beaucoup d'auditeurs la connaissent pas encore très bien et pourtant, elle a marqué son époque. Elle a compté dans le passé, cette marque. Bonjour Nathalie, merci de m'accueillir. Je suis enchantée d'être là, effectivement, pour vous raconter l'histoire de cette très ancienne maison du Second Empire, qui a été une des plus grandes maisons à l'époque et dont le nom a été totalement oublié parce que Léon Rouvenat, qui vendait à toutes les têtes couronnées dans le monde entier, n'a pas eu d'héritier. Et on est arrivé à une époque où les marques comme Cartier, Boucheron, Chaumet se déploient, passent du statut de petit joaillier à grande marque internationale. C'est le début de la joaillerie internationale. Le nom de Rouvenat a été complètement oublié. Il se trouve qu'en effet, moi j'ai travaillé pendant de longues années et de très belles années dans ces grandes maisons comme Hermès, Cartier, De Beers également. J'ai acquis une longue expertise, une grande connaissance du métier de la joaillerie. Je suis fondamentalement convaincue que c'est un métier qui est absolument magnifique, mais qui doit se réinventer et qui doit passer par une accélération peut-être plus rapide que ce qu'entreprennent aujourd'hui les grands groupes. Et c'est la raison pour laquelle j'ai, à un moment donné, quitté ces grandes maisons et osé me lancer dans l'entrepreneuriat pour relancer cette maison historique autour de principes forts, engagés, et notamment autour de la circularité. C'est ça, il y a eu ce choix de l'économie circulaire, quoi. On privilégie l'existant. On privilégie l'existant. Alors, en fait, c'est un choix, ça a été même plus que ça a été un pari. Parce que la joaillerie engagée, aujourd'hui, c'est pas grand-chose. C'est un secteur d'activité qui fonctionne tellement bien. C'est des croissances à 2 chiffres. C'est un marché sur lequel des nouveaux acteurs arrivent sans arrêt. Et finalement, la nécessité de s'engager, elle est pas si forte que dans d'autres industries comme la mode, sur laquelle tout le monde pointe son intérêt. C'est la raison pour laquelle, effectivement, j'ai vraiment voulu aller plus loin que ce qui se fait aujourd'hui, essayer d'inventer un nouveau modèle. Un modèle de joaillerie circulaire. En se disant, aujourd'hui, il y a tant de ressources déjà existantes, et notamment dans la joaillerie. Pourquoi continuer à creuser le sol? Pourquoi continuer à vouloir faire du nouveau avec du neuf quand on peut faire du nouveau avec de l'ancien? Et c'est tout le pari sur lequel Rouvenat s'est engagé en utilisant de l'or recyclé. Ça, il y a beaucoup de maisons qui le font et je crois la marque qui nous suit également, c'est top. Il y a de l'argent recyclé. Ça, c'est des filières qui n'existent pas vraiment, qu'on essaie de construire. Et puis chez Rouvenat, on fait quelque chose que personne ne fait aujourd'hui à grande échelle. C'est de n'utiliser que des pierres anciennes qui dorment dans les coffres des négociants, des particuliers, des maisons de vente aux enchères. Pourquoi des pierres existantes, là encore, qui sont déjà là dans le marché, vous le disiez, effectivement, qui dorment quelque part. Donc on ne creuse pas, on ne les récupère pas, parce que la majorité de ces pierres précieuses sont déjà finalement sorties. Oui, on estime plus ou moins que 70% des pierres précieuses ont déjà été extraites du sol. Il se trouve en revanche que aujourd'hui la joaillerie est pensée d'une telle façon qu'on veut des pierres standardisées. Donc on creuse le sol pour adapter la pierre au bijou. Moi, tout mon pari, c'est d'aller dire, on va inventer l'éco-joaillerie et on va essayer d'adapter le bijou à la pierre. Parce que quand on va chercher des pierres anciennes, il n'y a pas 2 pierres pareilles. Ouais. Or, quand on veut créer une maison à grande échelle, scalable, comment on fait pour intégrer ces pierres? On développe des nouveaux sertis. Et en fait, c'est là que je trouve que la contrainte, parce que finalement, faire de la joaillerie engagée, c'est une forme de contrainte. Créer une nouvelle filière, c'est une nouvelle contrainte, mais c'est une contrainte qui rend éminemment créatif. Et c'est là, je pense, que la joaillerie peut tirer son épingle du jeu, parce que la joaillerie créative, respectueuse, tout à coup apporte une nouvelle pierre à l'édifice. Quels sont justement les défis auxquels vous êtes confrontés en utilisant ces matériaux recyclés et éthiques, tous ces défis que vous avez finalement rencontrés au fur et à mesure en
en proposant de nouvelles collections de cette maison Rouvenat, mais avec, vous le disiez à l'instant, des pierres qui ont déjà une histoire parfois, qui sont taillées d'une certaine façon. Donc, quels sont tous ces défis que vous avez pu constater au fur et à mesure de l'avancée de cette belle aventure? Alors, il y en a énormément, et je pense qu'en fait, le défi qui est le plus stimulant, c'est de créer son écosystème. Si on veut avancer seul, on va nulle part. Moi, je suis convaincue qu'on est bien plus fort ensemble, qu'on est plus fort ensemble en tant que différentes marques, mais aussi qu'il est important de fédérer la supply chain autour de soi. Donc moi, j'ai pas une relation transactionnelle avec mes fabricants, avec mes fournisseurs de pierres. L'idée, c'est vraiment qu'ils adhèrent à notre projet, à notre mission même, puisque Rouvenat est une entreprise à mission et a gravé dans ses statuts, à partir de sa création, que nous revalorisons les ressources humaines et naturelles tout au long de la chaîne de valeur. Je suis convaincue qu'on peut travailler mieux et intégrer des pratiques respectueuses de l'homme et de l'environnement dans ce qu'on fait. Vous avez évoqué les contraintes tout à l'heure, mais alors vous en avez une autre, c'est vous faites revivre une marque qui a une histoire, qui a un passé. Donc il faut réussir à innover sans trahir l'ADN de cette marque. Alors ça, je dirais que ça fait partie de ce principe de circularité. Ma mission, quelque part, si on la rend plus facile à expliciter, c'est de remettre en lumière des trésors oubliés. Donc effectivement, ma démarche, elle est globale. C'est pas que l'or, c'est pas que les pierres, c'est également ce nom qui dort. Et j'ai eu cette grande chance, en cherchant beaucoup, ça s'est pas fait tout seul, j'ai eu la chance de retrouver les archives de Léon Rouvenat chez un petit bouquiniste parisien. Et en fait, quand on se met dans cette démarche de revalorisons le patrimoine français, revalorisons l'histoire de la France, parce que c'est une mission extraordinaire qui nous est confiée, il arrive plein de choses quand on cherche et quand on se donne la peine. J'ai retrouvé ce nom de Léon Rouvenat, j'ai retrouvé ces archives de Léon Rouvenat, et puis maintenant les gens viennent nous chercher. Donc les musées nous contactent en disant mais nous avons des dessins de Léon Rouvenat. On a des clients qui nous contactent de tous les pays du monde d'ailleurs, en nous disant mais j'ai chez moi des pièces de Léon Rouvenat. Et finalement, voilà, encore une fois, cette contrainte devient je dirais presque une aventure collective avec mes cofondateurs, avec notre écosystème autour de la joaillerie, avec les clients qu'on invite également à nous rapporter leurs pierres de famille pour les remonter sur des créations contemporaines. Et donc, ce faisant, on arrive à remettre, j'ai envie de dire, l'émotion et l'humain au cœur de la joaillerie qui parfois est intimidante, désincarnée, et pour laquelle on n'ose pas pousser les portes. Et au niveau du savoir-faire, est-ce qu'il a fallu finalement peut-être faire appel à d'autres artisans capables de peut-être utiliser des techniques qui étaient un peu oubliées? Est-ce qu'il a fallu aussi changer sa façon de travailler dans l'univers de la joaillerie? On a tout réinventé. Franchement, il est vrai que déjà, quand on apporte des pierres anciennes, il faut réinventer une certification. Aujourd'hui, tout le monde s'attache à dire d'où vient ma pierre. C'est le sujet de traçabilité. Moi, je vais m'attacher à dire de quand vient la pierre et je vais renseigner cette information dans la blockchain. Ça, c'est des process qui n'existent pas du tout. Donc effectivement, c'est une contrainte intéressante, mais qui nous permet d'être pionniers aussi, et puis d'explorer, d'être des vrais explorateurs. Après, il y a tout ce travail de pédagogie, de justement montrer qu'on peut avoir parce que là, on est dans la haute joaillerie avec Rouvenat, c'est vraiment des très très jolies pièces. Il y a comment on sensibilise justement les clients à l'importance finalement d'utiliser davantage de matériaux durables dans justement cette industrie de la joaillerie. Eh bien, en fait, je pense qu'il est intéressant de passer de la contrainte encore une fois au positif. Et quand on regarde les pierres anciennes, on pourrait se dire qu'est-ce que c'est que ces pierres, d'où elles viennent. Nous, on va les recertifier, on va les repolir, mais surtout on va mettre en avant le fait qu'elles sont uniques. Et c'est ça qui est magique en fait. Toutes ces pierres anciennes, il y en a pas de pareilles. Et là, du coup, on va se permettre nous d'aller chercher les pierres qu'on trouve pas ailleurs. Je vais pas essayer de faire du Cartier, de faire du Hermès. J'en ai fait pendant très longtemps. Vous trouverez là-bas des pierres beaucoup plus standardisées, qui répondent à une promesse un peu internationale. Moi, je vais aller chercher les pépites, les trésors qui ne ressemblent à rien ni à personne et qu'on peut découvrir au 416 rue Saint-Honoré à Paris, dans la boutique que nous avons ouverte il y a tout juste un an. Alors c'est une marque ancienne mais récente en même temps, puisque vous l'avez justement relancée il y a combien d'années maintenant? Ça fait juste un an. Un an. Mais on a travaillé sur le business model pendant plus d'un an et demi, donc ça s'est pas fait tout seul, ça a été beaucoup de réflexion. Quel bilan vous dressez au bout d'un an, Marie? Alors le bilan que je dresse, en fait ma grande joie, c'est de voir que mon pari a trouvé son client. Et en fait, c'est tout ça, tout l'enjeu. Quand on est entrepreneur, on se dit, mais j'ai une idée formidable, ça va être d'inventer la joaillerie circulaire.
Est-ce que ça parle aux clients? On n'est pas sûr. On a fait des tests en amont. Et en fait, les clients, ils adorent cette idée de circularité, de pierres anciennes, de packaging upcyclé. On est allé jusque-là. Au 416 rue Saint-Honoré, tout le mobilier est du mobilier vintage. On a travaillé avec de formidables architectes qui s'appellent Atelier Dupont. Et on a d'ailleurs un prix qui arrive peut-être jeudi prochain de la plus belle boutique offerte par la CCI. Et c'est vrai que voilà, c'est une aventure assez folle. On a trouvé nos clients français pour l'instant. On commence à aller nous chercher à l'international. Exactement. Et tout l'enjeu, c'est d'aller vite, mais pas trop, pour rester fidèle à qui on est, pour pouvoir se déployer tout en restant fidèle à sa mission. Et je dirais que c'est un peu ça notre prochain challenge, scaler, partir à l'étranger tout en restant vrai. Ouais. Eh ben, on vous souhaite justement de vous imposer à l'étranger. Merci beaucoup Marie Berthelon. Merci Nathalie pour votre soutien. Oh, c'est un plaisir. Cofondatrice et CEO de la maison Rouvenat. On va se quitter un court instant et juste après on vous fera découvrir une toute jeune marque de joaillerie qui a fait le choix du bijou éthique. Vous allez voir, ils recyclent l'or dans nos circuits électriques, de tout ce que l'on a, les téléphones portables, les ordinateurs. On en parle dans un instant. À tout de suite. Le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat, artisans de la nouvelle économie, présente Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Nous voilà de retour dans C'est ça la France, l'émission du savoir-faire français autour de la joaillerie éthique et solidaire, le bijou éthique. On l'a vu avec cette belle maison Rouvenat. Et en France, d'une manière générale, ailleurs dans le monde aussi, mais en France, on a toute cette jeune génération de designers, de joailliers engagés, désireux de confectionner des bijoux, des apparats aussi désirables que responsables. C'est le cas d'Agathe Gauthier, cofondatrice d'Emblème, une belle entreprise, là aussi, une belle maison de joaillerie circulaire qui crée des bijoux en utilisant de l'or extrait des circuits électroniques. Ça intrigue. Sud Radio C'est ça la France. Merci d'être avec nous, Agathe Gauthier. Vous allez bien? Nathalie, très bien, merci de m'avoir invitée. Alors, est-ce que vous pourriez peut-être déjà nous définir pour nos auditeurs de Sud Radio ce qu'est le bijou éthique? On entend de plus en plus parler. Comment il est perçu par toute cette jeune génération de designers qui souhaitent justement proposer autre chose? Oui. Alors je pense que déjà pour le définir, il faut. Je pense que la plupart de vos auditeurs ne connaissent pas forcément l'impact qu'a la production d'un bijou. En réalité, on ne sait pas que pour obtenir 10 grammes d'or, rien que 10 grammes d'or, il faut extraire 1 tonne de roche. Donc l'empreinte que cette extraction laisse sur la nature est évidemment énorme. Les mines d'or, comme on le sait, ne se trouvent pas en France. Elles sont loin de chez nous. D'où l'intérêt de chercher une façon de... Et les conditions de travail. Les conditions de travail, évidemment. Donc voilà, tout ça fait que d'un point de vue social, environnemental et évidemment éthique, c'est un petit peu c'est un petit peu embêtant. Donc en fait, nous on a eu cette idée avec mon associé Laurent. D'utiliser ce qui est déjà disponible en France. Et donc en fait, Laurent, mon associé, lui, il est dans le reconditionnement informatique. En fait, il a créé une entreprise il y a 16 ans. Donc il savait qu'à l'intérieur des circuits électroniques obsolètes se trouvait un trésor, se trouvait de l'or. Donc dans nos vieux ordinateurs, nos vieux téléphones, il y a de l'or. Tout à fait, parce que c'est un métal qui conduit extrêmement bien l'électricité, et donc ça, tout le monde ne le sait pas non plus, mais nous avons de l'or dans nos ordinateurs, du platine également, un peu d'argent. Donc c'est-à-dire qu'il y a une quantité d'or qu'on jette aussi chaque année finalement parfois, quand on met un ordinateur à la poubelle ou dans une décharge. Oui, alors on le jette. Alors évidemment, il y a des filières qui s'organisent de plus en plus en France, mais ça reste néanmoins très difficile à traiter. Donc on arrive à reconditionner à peu près 50% des déchets électroniques. Grâce notamment à des entreprises comme celle de mon cofondateur Laurent, qui s'appelle Printer, mais néanmoins, voilà, il y a quand même 50% qui... Et c'est là où vous avez inventé un procédé avec votre associé pour justement récupérer tous ces petits microns d'or. Exactement. Donc en fait, nous avons un procédé que nous avons mis 4 ans à développer. Donc nous sommes capables d'extraire nous-mêmes l'or de tous ces circuits obsolètes. L'or qui est extrait, c'est du 24 carats. Donc il faut savoir que l'or qui se trouve dans ces circuits, c'est de l'or pur. C'est exactement la même qualité d'or que vous allez trouver dans de la roche.
Sauf qu'il est beaucoup plus concentré. Parce que pour trouver de l'or dans de la roche, il faut, comme je vous le disais, il faut 10 tonnes de roche. En plus, voilà, pour l'extraire, on utilise des produits chimiques qui sont extrêmement dangereux. Là, dans un vieil ordinateur, un grand ordinateur comme on avait avant, il y avait 1 gramme d'or. Bon, là, avec la miniaturisation, il y en a de moins en moins. Mais étant donné que nous jetons 17 à 24 kilos de matériel informatique par an, chaque Français, il y a de quoi faire. Voilà. Et donc cet or, il a beau être recyclé, il ne perd pas de sa valeur. Exactement, parce qu'en fait, comme je vous le disais, donc c'est de l'or 24 carats, donc c'est de l'or pur. En revanche, en France, on ne fait pas de bijoux en 24 carats parce que l'or est un métaux qui est mou, qui est malléable. Donc, pour en faire des bijoux, nous envoyons cet or chez l'affineur. Et lui va réaliser un alliage pour obtenir de l'or 18 carats. Donc, l'alliage se fait avec un petit peu d'argent pour le rendre un petit peu plus dur et un petit peu de cuivre. Voilà. Et une fois que vous obtenez cet or 18 carats, c'est là où la créativité vient, c'est là où vous arrivez également avec justement toute cette collection de bijoux emblèmes que vous avez développée. Tout à fait. Emblème parce que justement pour nous, pour Laurent et moi en fait, il y a un vrai besoin de rendre l'économie circulaire désirable, de parler, d'éduquer, de montrer tout ça parce qu'en fait on ne voit pas l'envers du décor et donc à travers Emblème, c'est ce que nous essayons de faire et donc nos bijoux, nous les avons créés comme étant des porteurs de messages, un message d'amour évidemment parce que c'est souvent un message d'amour le bijou, mais aussi un message d'espoir pour montrer qu'avec ce que l'on a sur place, on peut faire de très belles choses qui durent et qui restent et qui sont transmises de génération en génération. Alors comment vous le faites justement pour développer ces bijoux, travailler avec des ateliers de joaillerie parisiens? Comment ça se passe concrètement? Tout à fait. Alors toujours dans cette volonté d'essayer d'avoir le circuit le plus court possible, nous façonnons. Donc je suis la directrice artistique d'Emblème, donc je dessine les bijoux et je travaille en partenariat avec un atelier parisien qui se trouve rue du Faubourg Saint-Honoré, qui façonne les bijoux pour nous. Et ensuite, nous travaillons également avec un artisan laqueur, qui est un savoir-faire joaillier qui a tendance à se perdre en France malheureusement. Qui va poser la laque, les couleurs que vous voyez sur nos bijoux. Si vous allez sur emblème.fr, vous pouvez découvrir la collection. Donc tous nos bijoux sont réalisés en or 18 carats, donc de l'or jaune, mais nous proposons aussi de l'or blanc et de l'or rose. Et ensuite, la couleur que vous voyez sur nos bijoux, c'est de la laque. En préparant cette émission, je suis allée sur Internet, sur les sites de bijoux, j'ai vu beaucoup de sites or recyclés. Oui. Donc on voit qu'il y a une offre qui se structure, même dans un bijou accessible. Vous l'avez constaté vis-à-vis des clients? Est-ce que on prend conscience davantage que finalement avoir de l'or recyclé, ça a autant de valeur que de l'or qui vient juste d'être extrait, sans avoir justement pollué la planète, sans avoir mis en péril des vies humaines? Alors, c'est une excellente question parce que à chaque fois que je parle de nos bijoux et que je les présente, j'entends que le public est intéressé et préoccupé par ces questions-là et veulent consommer différemment et mieux. En revanche, il y a tout un travail d'éducation encore à réaliser. Les premières questions que l'on me posait, c'est justement la qualité de l'or. Est-elle la même? Et en fait, tout l'intérêt de ce métaux, c'est qu'il est inaltérable. Donc, il reste le même. Vous pouvez le recycler à l'infini et il reste le même. Il ne perd pas ses qualités. C'est important de le rappeler, ça, parce que ne pas avoir ce sentiment que quand on vous offre un bijou, peut-être pour des fiançailles, même pour un mariage, une alliance en or recyclé, ne pas avoir ce sentiment qu'on a un produit dégradé. Au contraire, c'est-à-dire que c'est un produit qui a la même valeur, puis à côté de ça, il y a, vous le disiez tout à l'heure, ces valeurs écologiques, humaines. Il a même plus de valeur. Oui, finalement. Tout à fait. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est de plus en plus sensible à. Je le suis moi-même et je fais partie d'une génération qui est plus sensible à l'histoire qu'il y a derrière une maison. Et on est tellement plus informés. Alors, on n'est pas encore assez, mais on est plus informé. Et donc, on sait si les histoires sont réelles ou pas. Et on cherche à savoir si elles sont réelles ou pas, justement. Dernière petite question, Agathe Gauthier, au niveau du circuit de distribution. Alors, comment vous procédez? Oui. Alors, nous avons un site internet, un e-shop, emblème.fr. Et en ce moment, depuis le 2 octobre, jusqu'au 9 novembre, nous avons lancé une campagne de précommande sur Ulule. Donc, si vous allez sur Ulule et vous
vous ajoutez un / emblème / joaillerie / vous tombez sur la campagne Ulule où vous pouvez précommander nos bijoux parce qu'évidemment, toujours dans un souci de responsabilité, nous n'avons pas de stock. Donc tout est réalisé à la commande. Et donc en ce moment, voilà, il y a la campagne de précommande pour avoir son bijou pour Noël, justement. Et les bijoux seront disponibles les 2 premières semaines de décembre. C'est vrai qu'il y a des moments forts comme ça. Il y a Noël. Oui. Il y a Saint-Valentin. Oui, la fête des mères. La fête des mères. Oui, aussi. Donc voilà. Sinon, emblème.fr. Et nous sommes en train de développer des partenariats avec différentes joailleries pour être commercialisés dans un maximum de joailleries en France et en Europe. Merci beaucoup Agathe Gauthier d'Emblème de nous avoir présenté cette belle maison française toute jeune mais avec voilà de belles valeurs et on vous souhaite beaucoup de succès. Merci beaucoup Nathalie. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Il est temps d'aller se balader avec Thibaut, notre French trotteur. Destination Occitanie et les entreprises ouvertes à la visite vous présentent Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Bonjour Thibaut, alors quelle entreprise allons-nous visiter aujourd'hui? Bonjour Nathalie, vous êtes sûrement déjà demandé comment sont fabriquées les huiles essentielles, j'en suis Bien sûr, tous les matins. Et bien pour répondre à cette question, je me suis immergé dans le monde des plantes aromatiques en visitant la distillerie Bel Air qui a conservé un savoir-faire traditionnel. Elle possède 2 sites, l'un dans le Gard du côté d'Alès, l'autre dans l'Aude aux portes de Castelnaudary. Et c'est ce dernier que je vais vous faire découvrir en compagnie d'Elio, l'un des associés fondateurs. Et on commence par un rappel. Qu'est-ce qu'une huile essentielle? Bien, en fait, c'est déjà de venir extraire de la plante l'ensemble du bouquet moléculaire qu'elle va pouvoir offrir pour pouvoir aussi bien se soigner, faire de la cosmétique, introduire dans les produits ménagers pour des bonnes odeurs, s'en servir dans la maison aussi comme diffusion. Donc pas mal de choses autour des huiles essentielles dont on peut utiliser de différentes manières. Qu'est-ce qui est cultivé? Qu'est-ce qui est utilisé par la distillerie ici à Castelnaudary? Ici, sur Castelnaudary spécifiquement, on va dire que il y a du romarin, il y a du lavande, du lavandin, mais également de la menthe et de la verveine. C'est production locale avec un réseau d'agriculteurs local. Alors tout ça est cultivé en bio aussi, parce que c'est quand même la meilleure façon de faire une belle huile essentielle. Et donc ces agriculteurs cultivent les plantes, nous les amènent à la distillerie et nous, à partir de là, nous la transformons en huile essentielle par des procédés artisanaux. Moi, j'aimerais en savoir un peu plus sur le processus de distillation. Est-ce qu'on peut aller voir? Et oui, avec grand plaisir. Allons voir cet alambic, je vous suis Elio. On est devant ces alambics, 2 beaux cylindres en inox, c'est ça? Oui, tout à fait, ça s'appelle des vases de distillation. Donc c'est 2 cylindres vides qu'on doit remplir de plantes, préalablement bien sûr, qui représentent environ 1 mètre cube. Il va falloir donc remplir ce grand vase, cette cuve, on peut l'appeler comme ça, de la plante une fois préfanée, très très bien tassée. C'est important, vraiment, le tassage. Et derrière le mur, en fait, nous avons un générateur de vapeur. C'est-à-dire, c'est une machine, son travail, elle, c'est de fabriquer de la vapeur. Donc il n'y a pas d'eau, c'est de la vapeur? Exactement, et on en parle d'ailleurs, nous pratiquons pas ici l'hydrodistillation, mais la vapodistillation. Quelle est la différence? Eh bien, l'hydrodistillation, la plante tremperait dans de l'eau, et dans de l'eau en ébullition. Et là, en fait, elle ne trempe pas du tout dans de l'eau, c'est juste la vapeur qui est directement produite derrière le mur, qui arrive dans le vase directement, et qui va traverser l'ensemble de la plante pour se charger de toutes les molécules qui nous intéressent. Cette vapeur, on va la refroidir pour qu'elle recondense et le vase florentin va nous aider à séparer ces 2 phases que sont l'huile essentielle et l'hydrolat. L'hydrolat, il est utilisé, il est récupéré ou pas? Alors l'hydrolat, oui, il est récupéré. C'est des produits qui ont une moins forte concentration moléculaire mais qui sont très très intéressants à utiliser aussi bien en cosmétique qu'en aromathérapie. Je devine à travers votre reportage que cette visite c'est aussi une expérience olfactive. Bien sûr, si vous avez la chance d'assister à une distillation, vous profiterez des effluves délicates et douces d'eucalyptus ou de lavanda. Il y a également un quiz olfactif. Il est possible de participer à des ateliers. Mais le mieux, c'est d'écouter Elio qui va nous parler de la visite. Il y a plusieurs types de visites. Il y a des visites avec des journées où effectivement l'alambic fonctionne et on voit tout le fonctionnement, mais ce n'est pas primordial. On peut très aisément, devant l'outil de distillation, expliquer toutes les différentes étapes pour arriver à la production d'une huile essentielle de haute qualité. Les produits, ils sont vendus où?
Alors nos produits sont vendus dans nos fermes déjà, nos fermes distilleries, où nous faisons de l'agritourisme au sud d'Alès et juste à côté de Castelnaudary ici même. Ces lieux aussi sont des lieux où nous réalisons des ateliers autour de la fabrication de ces cosmétiques ou bien de ces produits ménagers. C'est destiné aux enfants aussi? Il y a un côté pédagogique? Oui, il y a un côté très pédagogique. On fait ces préparations avec lesquelles on va partir après. Un shampoing, un dentifrice. Comme d'habitude, on rappelle le site pour tous les renseignements pratiques, Thibaut. C'est belair.bio, Belair, B-E-L-A-I-R. C'est ouvert pendant les vacances de la Toussaint. Et si vous venez un peu plus tard en été, vous pouvez aussi assister à des événements un peu plus festifs comme la fête de la lavande ou la fête de la verveine. Merci Thibaut. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut le French Trotter. Avec Destination Occitanie et les entreprises ouvertes à la visite. Nous, on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous, chers auditeurs. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure et même radio. Et surtout d'ici là, portez-vous bien et j'espère que j'aurai récupéré ma voix. Bon dimanche à tous.